La surface de l'eau semble calme, mais un cauchemar nous attend en contrebas. Lorsque les 2 maîtres des eaux se rencontrent, il n'y a qu'une seule chance de survie. Le combat commence. Le Serengeti sauvage. Le combat à mort entre crocodile et hippopotame. Sous le ciel bleu profond, le Serengeti s'étend à perte de vue, avec ses prairies dorées, où la vie et la mort s'entremêlent à chaque instant. Au cœur de cette terre sauvage, la rivière Mara serpente tel un ruban de soie brun rougeâtre, charriant le limon et le souffle de tout l'écosystème. C'est l'élément vital qui nourrit toutes les espèces, et en même temps, un champ de bataille acharné, où des centaines de milliers de vies se croisent chaque année lors de la grande migration. Chaque ondulation, chaque courbe recèle les secrets de la nature, toujours prêt à exploser à tout instant. Ici, un maître qui n'a pas besoin de beaucoup bouger pour chasser. Une immense ombre noire, telle une bûche rugueuse, flottant, immobile dans l'eau calme. Crocodilien du Nil. Maître de l'embuscade, ceux qui rendent méfiante toute créature qui met le pied dans l'eau. Les adultes peuvent mesurer plus de 5 mètres de long et peser plus de 500 kg. Leur peau épaisse, semblable à une armure, teintée de gris brun et mêlée de boue de rivière, en fait des fantômes invisibles sous l'eau. Leurs yeux jaunes étincelants et leurs narines hautes leur permettent d'observer et de respirer même lorsque la majeure partie de leur corps est cachée en profondeur. Maîtres de l'embuscade, ils sont si patients qu'ils peuvent rester immobiles pendant des heures, guettant un pas imprudent. Et maintenant, en aval de la Mara, la surface de l'eau commence à onduler. Au loin, des colonnes de poussière jaune s'élèvent de la savane. Signe d'une migration imminente. Depuis la vaste savane, des étendues d'herbes jaunes s'étendent jusqu'à l'horizon. Le bruit du vent se mêle aux sabots d'un troupeau d'antilopes qui se déplace au loin. Sous les eaux vaseuses de la Mara, le crocodile du Nil rampait silencieusement. Son corps massif disparaissait presque dans les douces ondulations, seuls ses yeux jaunes et son dos rugueux émergeant de l'eau. À chaque mouvement de queue, il se rapprochait, tout en conservant son allure lente et calculée. Il savait que non loin se trouvait l'une des créatures les plus féroces de ces eaux. Un hippopotame adulte, pesant près de 3 tonnes, se tenait à moitié dans l'eau, la gueule entr'ouverte, ses crocs de 50 cm de long luisant au soleil.
c'était son territoire. Dans le monde des hippopotames, toute créature qui s'approchait trop près de la rive où se reposait le troupeau était considérée comme une menace. Dans cette rivière, des frontières invisibles étaient tracées par la force. Pour ce crocodile, un faux mouvement pouvait transformer un prédateur en proie. Il avait par inadvertance envahi l'espace personnel de l'une des créatures les plus capricieuses d'Afrique. Le crocodile le sentit aussi. L'air semblait se tendre. Avec une force de morsure de plus de 1800 psi, l'hippopotame pouvait briser les os d'un crocodile en quelques secondes. Il observait attentivement. Soudain, l'hippopotame chargea, gueule grande ouverte. Le crocodile sursauta, mais il était trop tard. Le combat était terminé. Il décida de battre en retraite pour sauver sa vie avant la prochaine chasse. Mais dans la rivière Mara, les deux géants comprirent que leur fragile équilibre n'existait que si les limites étaient respectées. Le crocodile continuerait à chercher des opportunités ailleurs, tandis que l'hippopotame se prélasserait tranquillement, dominant ses propres eaux. Lorsque le fleuve redevint calme, le crocodile du Nil coula au fond, disparaissant comme s'il n'avait jamais été là. Mais derrière ce silence se déroulait un mystérieux cycle de vie, guidé par des instincts primitifs qui existaient depuis des millions d'années. Les crocodiles du Nil sont des prédateurs solitaires, attendant patiemment des heures, voire des jours, avant de frapper. Mais pendant la saison des amours, ces prédateurs solitaires deviennent plus actifs que jamais. Les mâles géants nagent lentement autour de leur territoire, émettant des grognements profonds qui résonnent sous l'eau. Seuls leurs congénères peuvent les entendre. C'est un défi pour leurs rivaux et une invitation pour les femelles des environs. Sous l'eau trouble, les mâles s'affrontent pour conquérir le droit de continuer à élever la génération suivante. Lorsque la femelle accepte le vainqueur, elle apparaît dans une position suggestive. Le couple nage parallèlement. Leurs têtes se touchent, puis enroulent leur queue comme une danse sous l'eau. C'est la danse nuptiale du crocodile du Nil, à la fois douce et pleine de significations cachées. L'accouplement se déroule sous l'eau, rapidement mais suffisamment pour assurer la survie de la génération suivante. Bien que doux en apparence,
ce comportement reflète en réalité une puissance reproductive. Seuls les mâles les plus forts, capables de vaincre leurs adversaires et d'impressionner les femelles, sont autorisés à s'approcher. Cette danse est à la fois une coopération douce et un défi secret entre les individus pendant la saison des amours. Après environ 3 mois de gestation, la femelle crocodile quitte l'eau à la recherche d'un endroit pour construire un nid. Chaque nid peut contenir de 25 à plus de 80 œufs, qu'elle recouvre soigneusement pour conserver la chaleur. Pendant l'incubation, la mère reste à proximité, à l'affût des prédateurs. Environ 90 jours plus tard, de faibles cris signalent l'éclosion des œufs. La mère creuse, ramasse chaque petit et les transporte en toute sécurité jusqu'à l'eau. Malgré cette protection, seule une petite fraction des bébés crocodiles survit à la première année. Les autres servent de nourriture à d'autres prédateurs. Alors que le soleil matinal brille sur la rivière Mara, ces minuscules créatures entament leur rude cycle de vie, emportant avec elles l'héritage de l'un des plus grands prédateurs d'Afrique. Sous un ciel brûlant de saison sèche, une poussière dorée commence à s'élever de la savane. Au loin, des points noirs se déplacent en un flot incessant. Le troupeau de gnous se prépare pour la grande migration. Corps musclés, fourrure gris brun mêlée de noir et cornes courbées pointées de chaque côté, ils marchent sans s'arrêter. C'est l'une des plus grandes espèces migratrices de la planète. Chaque année, plus d'1 million d'individus traversent le Kenya et la Tanzanie dans le cercle sans fin de la vie, à la recherche de verts pâturages et de nouvelles sources d'eau. Ils voyagent en troupeaux géants, chacun pouvant compter jusqu'à des dizaines de milliers d'individus, s'étendant à travers la savane. Zèbres et antilopes les accompagnent également dans leur périple. Tous créent une mer de vie mobile, faisant trembler le sol du bruit de leurs sabots. La saison des pluies est leur période de reproduction. Les mâles se disputent l'accès aux femelles, au cours de combats acharnés. Après environ 8 mois de gestation, la femelle donne naissance à un petit, généralement au début de la saison des pluies suivantes, lorsque les pâturages sont plus verts et la nourriture plus abondante. Ces jeunes rejoignent rapidement le rythme de la migration, entamant le premier voyage de leur vie. L'écho de milliers d'individus signalait que le moment de traverser la rivière Mara était arrivé. Mais sous l'eau trouble, les yeux jaunes des crocodiles du Nil observaient toujours froidement. Ils attendaient ce moment depuis des mois.
Un puissant chef ouvrait la marche, suivi d'un troupeau de gnous, un flot animé de centaines de corps se précipitant sur l'eau. Au milieu du fleuve, une ombre noire géante s'avançait. Le crocodile du Nil était immobile comme une souche morte. Mais dans ses yeux jaunes, chaque mouvement à la surface de l'eau était enregistré. Le martèlement des sabots du troupeau migrateur résonnait dans l'eau, tel le battement d'un tambour de guerre. Il mourait de faim depuis des semaines, et chaque battement de son cœur s'harmonisait désormais avec les sons chaotiques qui l'entouraient. Il attendait patiemment. Dès qu'un gnou posait le pied, l'eau autour de lui semblait gelée. Tout le troupeau avait également pressenti le danger. Soudain, le crocodile du Nil jaillit des eaux troubles, pulvérisant de l'eau. En une fraction de seconde, le crocodile du Nil entraîna sa victime au plus profond du maelstrom impitoyable de la rivière Mara. La chasse était terminée. Dans ce monde, la vie se paie par la mort des autres. Et pour cette malheureuse antilope, la grande migration est terminée. Et son troupeau doit continuer, pour de nouveaux voyages de l'autre côté du fleuve. Sur un autre bras du fleuve, là où l'eau reflète le soleil ardent de midi, une espèce domine encore discrètement. Les hippopotames. Géants du fleuve, ils passent le plus clair de leur temps à se baigner dans la fraîcheur de la rivière pour échapper à la chaleur torride de la savane. Les hippopotames forment un troupeau soudé, se rassemblant souvent en grands groupes pouvant compter jusqu'à plusieurs dizaines d'individus, tous sous le contrôle d'un mâle dominant. Sous la conduite du chef, l'ordre au sein du troupeau est strictement maintenu. Mais lorsque la saison des amours arrive, l'eau habituellement calme se transforme soudain en arène. L'odeur des phéromones se répand dans la vapeur chaude et humide, tel un feu souterrain qui réveille les instincts primitifs de ces géants. Au loin, un jeune mâle s'approcha, les yeux grands ouverts, les oreilles légèrement frémissantes, le corps flottant au-dessus de l'eau plus que d'habitude. À ce moment, le mâle dominant leva également les yeux. Les deux géants s'approchèrent lentement, l'eau blanche et écumante entre eux. Leurs regards se fixèrent, chaque muscle tendu comme une source prête à éclater. L'air s'épaissit. Soudain, ils se ruèrent l'un sur l'autre.
la morsure féroce décida de tout. Le combat prit fin. Le vainqueur avait protégé son territoire et obtenu un accès total aux femelles du troupeau. Un court silence s'abattit sur la rivière, seul le bruit de l'eau subsistait. La saison des amours a lieu principalement pendant la saison des pluies. Tout le processus se déroule sous l'eau. Après l'accouplement, la femelle sera gestante pendant environ 8 mois. Au moment de mettre bas, elle se sépare du troupeau et trouve un endroit calme dans la rivière pour mettre bas. Les petits, pesant entre 25 et 50 kg, naissent sous l'eau et remontent immédiatement à la surface pour respirer. Durant les premières semaines, la mère reste à proximité, protégeant ses petits du danger. Progressivement, ils retournent au groupe, où le cycle de vie sur la rivière se poursuit, malgré les dangers qui guettent. Sur la surface calme de la rivière, lorsque les ondulations se balancent à peine au soleil, la vie continue de s'épanouir partout. Le long des rives de la rivière Mara, l'aigle pêcheur africain se perche tranquillement sur une haute branche, ses yeux dorés scrutant constamment l'eau. C'est le meilleur chasseur de la rivière, son menu principal est composé de poissons, parfois d'oiseaux aquatiques ou même de jeunes crocodiles. Chaque repas commence avec patience, attendant qu'une proie apparaisse à portée de main. Ensuite, il utilise ses puissantes griffes recourbées et son bec acéré pour la savourer. Il est non seulement un symbole de la puissance du ciel de Mara, mais aussi un maillon important de l'équilibre de l'écosystème de cette rivière. Du ciel au fond de l'eau, l'écosystème de Mara change radicalement de couleur. Dans une rivière voisine, l'atmosphère est complètement différente. Sous l'eau boueuse, de longues ombres noires rampent silencieusement. Ce sont les célèbres prédateurs du fleuve, les crocodiles du Nil. Ils rôdent près de l'endroit où les hippopotames se reposent, leurs yeux jaunes exorbités tels des signaux lumineux mortels. Pour eux, un hippopotame adulte est un adversaire redoutable, mais un petit hippopotame représente une opportunité en or. Un bébé hippopotame n'est pas assez fort pour nager vite, sa morsure est faible et, surtout, il n'est pas pleinement conscient du danger qui se rapproche peu à peu sous l'eau calme qui semble inoffensive. Sous l'eau boueuse, la lumière du soleil qui pénètre la surface du fleuve n'est qu'un faible filet de lumière, ondulant à chaque ondulation. La chaleur de midi de la rivière Mara crée une atmosphère épaisse et étouffante. Au-dessus, la surface du fleuve semblait calme.
Près de la rive, un jeune hippopotame, sa peau lisse, rose-gris, remuait lentement la queue. Ses yeux ronds et clairs suivaient les ondulations. Il ignorait qu'à chaque fois qu'il s'éloignait un peu plus, il se rapprochait de la dangereuse limite. Non loin de là, la mère hippopotame observait, ses petites oreilles pivotant constamment. Ses yeux se rétrécissaient, traquant chaque mouvement dans son rayon. Mais sous l'eau calme, une longue ombre se déplaçait silencieusement. Non pas un seul crocodile, mais tout un groupe. Ils se déplaçaient si lentement qu'ils étaient presque immobiles, chaque léger mouvement de queue ne servant qu'à ajuster leur direction, s'enfonçant profondément. Des yeux froids et dorés, rivés sur la cible. Une petite ouverture suffirait à leur donner l'occasion. La lumière vive du soleil se reflétait sur les ondulations autour du bébé hippopotame, le rendant involontairement plus visible aux yeux des embusqués. En une fraction de seconde, la surface de l'eau sembla éclater. Les crocodiles bondirent, se fixant sur le petit corps. Le jet de mort avait décidé du sort du bébé hippopotame. La chasse fut rapidement terminée. Le groupe de crocodiles disparut dans les eaux profondes, emportant la proie au-delà de la limite de protection. Pour la mère hippopotame, il ne restait que l'impuissance et un silence terrifiant. Sur la rivière Mara, la paix revient, mais au fond de l'eau, le cycle de la vie et de la mort se poursuit sans interruption. Sous le ciel infini de la Mara, des crocodiles du Nil au troupeau de gnous tenaces, des hippopotames géants défendant leur territoire aux zèbres résilients en migration, tous suivent une seule règle, s'adapter ou être éliminés. Ici, la vie n'est jamais gratuite, chaque repas du chasseur est une perte de proie, et chaque vie se paie par la force, l'intelligence ou la chance. La rivière Mara coule toujours, porteuse de gloire et de tragédie, tissant une histoire de survie sans fin. Et c'est ce qui a fait de cette terre l'une des scènes sauvages les plus majestueuses de la planète. Si vous aimez les aventures de survie acharnées de la nature, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune bataille. Lorsque leurs regards se croisent, le pays tout entier retient son souffle, le sang pourrait couler et le pouvoir changer de main. Lion contre crocodile du Nil. Quand le fleuve devient une arène de vie et de mort.
La saison sèche est arrivée, transformant la savane africaine en un champ de bataille ardent. L'herbe est noircie, le sol craquelé et des parcelles de forêt clairsemées fondent sous une chaleur de plus de 50 degrés Celsius. Mais au milieu de ce spectacle brûlant, la vie ne recule pas, elle devient seulement plus féroce. Dans les derniers points d'eau, deux grands prédateurs commencent à s'affronter, le lion, roi de la terre, et le crocodile du Nil, le géant des profondeurs, à la morsure la plus puissante jamais enregistrée dans le règne animal. Lion. Roi de la savane, symbole de force, il est aussi une créature dotée de la structure sociale la plus sophistiquée du monde des carnivores. Les mâles imposants, pesant jusqu'à 250 kg et dotés d'une épaisse crinière de feu, protègent le territoire et les petits. Les femelles sont de véritables chasseuses qui coopèrent en formation, se répartissent les rôles et se coordonnent en silence. Un seul bond peut atteindre 11 mètres de long et une vitesse de 80 km/h, et une morsure au cou peut anéantir tout espoir. Chez les lions, le droit de se reproduire est un privilège qui se conquiert par la force et le sang. Contrairement à la lionne, qui reste fidèle à sa troupe toute sa vie, chassant et élevant ses petits ensemble, le mâle est un vagabond, constamment en lutte pour la domination. À l'âge adulte, vers 3 ou 4 ans, les lions mâles quittent la troupe de leur mère et forment une petite alliance, appelée coalition, généralement composée de 2 ou 3 individus apparentés par le sang, principalement des frères. C'est cette alliance qui leur donne suffisamment de force et de stratégie pour défier les mâles dominants, conquérir la troupe de femelles et le droit de se reproduire. La lutte entre deux lions mâles pour la domination de la troupe est l'une des confrontations les plus intenses et les plus féroces de la nature. Il ne s'agit pas simplement d'une bataille instinctive, c'est le moment décisif, qui dominera, qui partira blessé ou tué. Tout commence souvent par l'invasion d'une alliance plus jeune, généralement 2 ou 3 lions mâles, la plupart frères, qui pénètrent sur le territoire de la troupe.
Ils reniflent et rugissent bruyamment pour lancer un message de défi. Ce rugissement se propage dans toute la prairie, une déclaration de guerre adressée à celui qui détient le pouvoir. Le mâle alpha, généralement le plus âgé, répond. Sa crinière se hérisse, ses muscles se tendent, il s'avance pour affronter le groupe, sachant qu'en cas d'échec, il perdra non seulement la troupe, mais aussi son droit de se reproduire, et même sa vie. Les deux mâles se chargent l'un l'autre. Le combat ne dure pas toujours longtemps, un seul coup fatal suffit à mettre le perdant à terre. À la fin, le mâle alpha est vaincu, mais le vainqueur n'abandonne pas immédiatement. Ils poursuivent souvent jusqu'à ce qu'ils soient certains que l'adversaire n'a aucune chance de revenir. Parfois, le perdant est gravement blessé et meurt seul au bout de quelques jours. Sous la lumière déclinante qui brille à travers l'herbe sèche, le lion mâle est couvert de blessures. Il vient de tout perdre. Détrôné, le vieux lion mâle porte en lui ses blessures et ses souvenirs. Il n'y a plus de femelle, plus de lionceau, seulement son ombre et son instinct de survie. Dans le monde des lions, il n'y a pas de place pour le perdant. Depuis sa défaite face à la Jeune Alliance, il n'a nulle part où retourner. Plus de troupes pour panser ses blessures, plus de rugissements à l'unisson pour lui rappeler qu'il était autrefois roi. Après avoir conquis la troupe, le règne du lion mâle est généralement court, de 2 à 4 ans seulement, avant d'être renversé par la Jeune Alliance. Durant cette période, il s'accouple avec toutes les femelles de la troupe pour transmettre leurs gènes, tout en tuant les lionceaux qui ne sont pas les leurs, un acte cruel mais bénéfique pour leur reproduction. Tuer les lionceaux force la femelle à retourner en chaleur, ouvrant de nouvelles opportunités de reproduction aux lions dominants. La lionne entre en chaleur pour la première fois vers l'âge de 4 ans, et ce cycle se répète tout au long de sa vie. Chaque chaleur dure environ 48 jours, durant lesquels la femelle s'accouple très fréquemment, parfois jusqu'à 2040 fois par jour, avec le même mâle ou en alternance avec les membres de la coalition dominante.
Chaque accouplement ne dure que 10 à 30 secondes, mais une répétition constante est nécessaire pour assurer une fécondation réussie, car la femelle n'ovule qu'après l'accouplement. Une fois conçue, la gestation dure environ 110 jours, soit près de 4 mois. À l'approche de la naissance, la lionne quitte la troupe et cherche un endroit isolé, comme un fourré, une crevasse rocheuse ou une roselière, pour se préparer à une naissance tranquille et solitaire. Elle y donne naissance à 1 à 4 lionceaux, pesant chacun environ 12 kg, au pelage gris pâle tacheté, offrant un camouflage parfait pour les cacher des prédateurs. Pendant les premières semaines, la lionne s'occupe seule de ses lionceaux, ne quittant l'abri que quelques minutes par jour pour chasser rapidement ou boire. Lorsque les lionceaux sont assez grands pour quitter la brousse, la lionne les ramène à la troupe, où les autres lionnes les accueillent d'un doux coup de langue et d'un grognement profond. C'est alors que les autres lionnes acceptent, soignent et protègent les lionceaux comme s'ils étaient les leurs, un trait social rare dans le monde des prédateurs. Une troupe est non seulement un refuge pour les lionceaux, mais aussi une machine de chasse habile où chaque individu joue un rôle dans des embuscades d'une précision effrayante. Dans les plaines inondables, près de la rivière où l'hippopotame venait s'abreuver, une chasse spéciale était prévue. L'hippopotame plissa les yeux face à la lumière vive du soleil se reflétant sur l'eau. La poussière s'accrochait à sa peau craquelée, brûlant sous la chaleur de 40 degrés Celsius. Il n'avait pas le choix. La soif l'emporta sur la peur. Il se dirigea lentement vers l'eau trouble, où de nombreuses créatures avaient marché dans la boue tout l'après-midi, laissant derrière elles une traînée de boue. L'hippopotame est une créature semi-aquatique, mais c'est dès qu'il pose le pied sur la terre ferme, surtout lorsqu'il est seul, qu'il devient le plus vulnérable. Inclinant la tête pour boire, son énorme museau plonge dans la rivière trouble, il ferme les yeux, ses oreilles vibrant légèrement au moindre bruit lointain. Il semble paisible.
Mais à cet instant, les roseaux du rivage sont immobiles, comme s'ils retenaient leur souffle. La tête brillante de l'hippopotame s'abaisse en vagues. Sa respiration rapide résonne dans sa poitrine massive. Il ignore que, dans l'ombre, non loin de là, une troupe de lionnes a achevé son encerclement. Silencieuse, précise et mortelle. Cet instant, celui où l'hippopotame solitaire se noie de soif au milieu d'une terre mourante, sera le premier pas vers l'une des confrontations les plus audacieuses de la nature. L'hippopotame n'est pas une proie habituelle des lions. Ils sont énormes, pesant jusqu'à 1500 kg, et possèdent des mâchoires capables de broyer les os et une peau aussi épaisse qu'une armure. Mais pendant les rudes saisons sèches, lorsque sangliers, antilopes et buffles se font rares, la troupe n'a d'autre choix que de viser une cible audacieuse. La lionne ouvre la marche, ses pas presque silencieux. Les deux autres se dispersent de chaque côté, formant une aile, tandis qu'une autre approche par derrière, seul refuge vers l'eau. Au moment où l'hippopotame se penche pour boire, l'attaque commence. La lutte fait rage pendant plusieurs secondes. La troupe a abattu sa proie. Pas de célébration. Seulement une respiration haletante et des regards méfiants vers l'eau où les crocodiles du Nil pourraient guetter la carcasse. Le lion mâle, qui arrive généralement après la chute de la proie, apparaît et déchire le premier morceau de chair. Les lionnes cèdent, leurs yeux ne quittant jamais le fleuve silencieux mais menaçant. Dans la nature, seuls les audacieux, les coopératifs et les patients survivent. Et cette fois, les lions ont prouvé que même les maîtres de la savane n'ont pas peur d'affronter la bête des marais, si c'est le prix de leur survie. Cependant,
Sous l'eau, l'ordre est inversé. Le crocodile du Nil, créature ancestrale qui existe depuis l'époque des dinosaures, incarne l'attente et une précision mortelle. Avec une force de morsure pouvant atteindre 22 000 Newtons, il n'a pas besoin de poursuivre qui que ce soit. Un léger mouvement de la surface de l'eau suffit pour que la mort s'abatte sur lui comme une tempête. L'armure vivante de son dos, l'ostéoderme, le protège non seulement des griffes et des crocs, mais régule également la chaleur, stocke les minéraux et est un symbole de survie à travers des millions d'années d'évolution. En particulier, le roulis mortel transforme le crocodile du Nil en une lame vivante. Une fois sa proie capturée, il effectue une rotation complète de son corps à une vitesse pouvant atteindre 300 degrés par seconde. En quelques tours seulement, la chair et les os de la proie sont déchiquetés. Il n'est pas nécessaire de tuer avant de manger, la mort vient au festin. Cette technique est instinctive, déjà présente chez les jeunes de quelques semaines seulement. Alors que le festin commençait, une Oda apparut. Au bord de la vasière, l'eau ondulait légèrement. Une longue ombre, tel un bois flotté, s'approchait Imelenge. C'était un CSU du Nil TRNG-TAN, de près de 5 mètres de long, la peau couverte de mousse et profondément creusée comme une armure de fer. Il n'était pas pressé, mais il était venu avec un objectif clair, partagé. La lionne qui le découvrit la première siffla en guise d'avertissement. Mais le CSU ne s'arrêta pas. Il rapa sur le sol, sa peau frottant contre la boue sèche. Les deux camps se faisaient face, respirant même bruyamment. La lionne siffla, mais ne se précipita pas. Car un seul jet mortel de ce tueur suffirait à déchirer les muscles d'une antilope. Il le savait. Et lui aussi le savait, seul, il ne pourrait entraîner le corps entier de l'hippopotame dans l'eau. Alors tous deux se utrient, non par compromis, mais par limite. À la tombée de la nuit, les ST en mangèrent une partie, le CSU mordit l'autre.
Personne n'osait agir avec précipitation. C'est un repas IMLNG Vaxu HNG, MTB Attic Chiaer par l'instinct de survie et le tone TRNG de tueur. Lors de véritables rencontres, Est et Vassé Assu du Nil se méfient l'un de l'autre. Le CASUI eut qu'un lot, le ST la terre. Mais en cas de faim, cette frontière s'efface facilement. Tous deux sont maîtres de l'opportunité. Le CASU vole sa proie au ST, le ST vole sa carcasse au CASU. Lorsqu'une XAC CHT, MT con VTVI NHMT con AMAOC MT Contro, NHNG quint et HNG mis la frontière entre terre et eau, l'AU éclate. Un CASU de 5 mètres peut inluine une carcasse vers l'eau tandis qu'un lion rugit depuis la rive. MTSLP LAN, MTS Ailon. ANNG n'est la MT Riro Anka. Mais les lions sont plus que de simples prédateurs. Ils sont aussi des régulateurs de l'écosystème. En contrôlant le nombre de gnous, de zèbres ou de buffles, ils empêchent la déforestation des prairies, niaang les jeunes arbres et NNH la chaîne alimentaire. De même, le CASU du Nil est les éboueurs, des rivières et des lacs. Il se nourrit de cadavres, prévenant ainsi les mauvaises odeurs et la lentruin BNHTT. Ces fans jouent en azote et en phosphore, la croissance des algues et des plantes aquatiques quiche-tiche, ainsi la chaîne alimentaire de dizaines d'espèces de poissons, d'oiseaux et d'insectes. Lorsque les CASU bétébinent, les rivières et les lacs tritéaires. Sous le ciel brûlant d'Afrique, où la frontière entre la vie et la mort se mesure à chaque OHP, chaque pas et chaque morsure, aucune espèce ne survit par hasard. Le lion, symbole de la puissance terrestre, non seulement un maître de la tactique, mais aussi une machine qui contrôle l'ordre des prairies. Le CASU du Nil, tueur IMLNG des eaux, ne chasse pas, se contente d'attendre, mais une fois émergé, la mort est inévitable. L'hippopotame, un mur de viande d'une demi-tonne au BNNNG féroce, difficile à maîtriser. Et dans le tourbillon de la survie, chaque individu n'est pas seulement une créature, mais un du quiche évoluant au fil de millions d'années. Vent, pas de place pour l'hésitation. Pas de récompense pour les faibles.
Chaque espèce vit, se bat et évolue avec son sang, sa sueur et ses BNNG les plus aiguisés. Elle incarne la férocité et la beauté absolue de la nature sauvage. KTHP Chin Utura S Imelenge Fia Saukuk Chin. Combien Dieu guette les OR séries? Et qui sera le prochain à pénétrer dans le tourbillon sans fin entre prédateurs et proies? Et si les NHNG QQU époustouflantes entre STVAC ASU, NHNG con KHC de vie et de mort sans compromis, vous font battre le cœur plus fort? Continuez à aboyer et à vous abonner à la chaîne pour suivre le parcours de survie sur cette terre qui ne cesse de se battre.